10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale éducative de la télé-école. Le 10h midi, une émission qui booste votre journée en dose énorme de culture générale pour préparer au mieux la jeunesse de demain. Car comme on dit, l'éducation est le besoin premier d'un peuple. Aujourd'hui, nous aurons à débattre sur deux rubriques. L'une des rubriques est intitulée Réalité d'Afrique et la seconde rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active. À ce jour, nous aurons deux invités de marque, Kaosu Fati qui interviendra sur la première rubrique et Seydina Abbas Badian qui viendra pour la seconde. La matinale éducative, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Comme je l'ai dit tantôt, nous aurons à débattre sur deux rubriques, à savoir la première, Réalité d'Afrique, avec notre invité Kaosu Fati. Bonjour Fati. Bonjour Mayang. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous aurons aussi Seydina Abbas Badian qui va intervenir sur le thème. Bonjour Seydina. Bonjour Mayang. Et bienvenue à Télé-École. Alors Fati, aujourd'hui nous allons débattre sur Réalité d'Afrique sur le thème suivant, l'indépendance de l'Afrique entre mirage et réalité. Alors Fati, vous êtes professeur d'histoire à Saint-Dominique, également étudiant en histoire des modernités africaines à l'université Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce qui vous dit ce thème aujourd'hui? Alors d'abord merci pour cette invitation, n'est-ce pas, et cet appel à débattre ou à discuter sur un thème assez d'actualité ou assez d'actuel, qui est l'indépendance africaine entre réalité et mirage. Alors ce thème, nous allons l'aborder avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, puisque c'est un débat qui ne cesse d'animer les plateaux, n'est-ce pas, scientifiques entre les chercheurs, n'est-ce pas, et les spécialistes en la question. Alors, ce sera pour moi un plaisir énorme de discuter avec vous autour de cette émission, de cette table-là, d'une thématique aussi d'une importance particulière. D'accord. Alors, aujourd'hui, quand on parle d'indépendance africaine entre mirage et réalité, avant d'entrer carrément dans le thème, si vous pouviez un tout petit peu nous rappeler le contexte. Merci. Alors, en tant que apprenti historien, l'on nous a formés de manière à ce que quand vous abordez une problématique ou une thématique, d'aller par la contextualisation, n'est-ce pas, des faits. On parle aujourd'hui de l'indépendance africaine entre deux phénomènes, c'est-à-dire entre réalité et mirage. Mais il serait nécessaire, judicieux, avant de parler de l'indépendance, de faire un petit rappel, un petit survol historique sur ce qu'on va appeler cette indépendance-là, cette souveraineté internationale. Il faut noter que l'Afrique, en tant que continent, a subi plus de 400 siècles de domination, plus de 400 siècles, en passant par l'esclavage, par la colonisation, n'est-ce pas, et qui continue toujours dans une certaine mesure. Alors, l'Afrique a subi d'abord ce qu'on appelle l'esclavage, n'est-ce pas? Et après l'esclavage, nous sommes passés de l'époque coloniale, la colonisation. Et ensuite, l'Afrique va, n'est-ce pas, se lancer dans ce processus long de décolonisation. Mais ce qu'il est important de noter dans ce débat, c'est que l'Afrique qui autrefois était considérée et jusqu'à maintenant était considérée comme le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité, ça veut dire que l'humanité tout entière, d'après les recherches archéologiques, affirmées par des laboratoires scientifiques les plus élevés, n'est-ce pas, du monde, que le premier spécimen humain, n'est-ce pas, de l'espèce humaine a été retrouvé, n'est-ce pas, sur le continent africain. Ce qui fait de l'Afrique aujourd'hui le berceau, n'est-ce pas, de cette humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, et que cette même Afrique, en un certain moment de son histoire, a subi, n'est-ce pas, cette domination étrangère dans un processus long, n'est-ce pas, du 15e jusqu'au 19e siècle, c'est énorme. Et du coup, les Africains, en un certain moment donné,
se sont dit, écoute, ça suffit, il va falloir que ça change. Cela a été rendu possible à des mécanismes endogènes et exogènes en quelque sorte. Du coup, il y a des facteurs extérieurs et intérieurs qui ont favorisé l'accession de l'indépendance africaine, de l'Afrique à la souveraineté internationale. Nous reviendrons sur ces facteurs-là tout au long de cette émission. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que tout est parti principalement au lendemain ou à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où l'Africain ou les Africains qui ont eu à participer à cette guerre ont eu à démystifier ce qu'on appelle le mythe de l'homme blanc. Le mythe de l'homme blanc, c'est qu'au début, l'homme blanc était considéré comme invincible, comme quelqu'un qui était en surnaturel, quelqu'un qui ne pouvait pas, n'est-ce pas, même côtoyer avec une personne de peau noire. Alors, les Africains, lors de la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945, ont su constater que ces hommes blancs qui ont été considérés auparavant comme, n'est-ce pas, des invincibles, ont fui sur les champs de bataille, n'est-ce pas, mouraient comme des mouches, n'est-ce pas. Et alors, à le retour sur le continent africain, quelque chose d'important va se passer. C'est ce qu'on appelle le processus de conscientisation. L'Africain, à un certain moment donné, au retour de cette guerre-là, va se conscientiser, va se dire, écoute, auparavant, je considérais cet homme blanc comme invincible et aujourd'hui, j'ai combattu avec lui sur le même champ et que c'est lui, au contraire, qui fouillait, n'est-ce pas, l'armée de Hitler. Il va falloir que moi aussi, je proclame ma souveraineté. Et de là, tout est parti. Les Africains, par-ci et par-là, vont se lancer dans ce processus de décolonisation en commençant un peu par les pays du Maghreb, tels que le Maroc en 1956, et les pays ouest-africains avec le cas du Ghana à partir de 1957, et pour redescendre avec les pays, n'est-ce pas, tels que le Sénégal, le Mali, la Guinée qui va prendre à partir de 1958 déjà, qui a refusé, n'est-ce pas, d'entrer dans cette communauté franco-africaine. Ouais, donc l'indépendance ou l'histoire de la domination africaine est partie, n'est-ce pas, de cet esclavage à cette prise de conscience, n'est-ce pas, de la vincibilité de cet homme blanc-là. À partir des années 60, boum, les Africains vont accéder à leur indépendance. Et cela va poser deux problématiques ici. Les deux problématiques, ça se trouve entre cette réalité et ces mirages. Est-ce que l'Afrique est réellement indépendante? On va discuter sur ces thématiques-là tout au long de cette émission. Est-ce que il y a des zones sur lesquelles on peut, si on se penche là-dessus, on peut comprendre, on peut constater que l'Afrique a carrément commencé à fournir des efforts qui fait d'elle un continent vraiment souverain. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour le rappel du contexte. Mais avant de parler de l'accession à la souveraineté des pays africains, j'aimerais bien que nous ayons aussi un éclaircissement du concept indépendance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de monde pense que tous ceux qui fêtent l'indépendance, ce sont des pays qui ont été anciennement colonisés. Mais nous voyons que la France, qui est un ancien pays qui a colonisé certains pays africains comme le Sénégal, fêtent leur indépendance, ainsi que d'autres même pays occidentaux. Donc pourquoi ils le fêtent, ou quelle est au fait la définition claire et concise de l'indépendance? Merci pour cette question. Le mot indépendance est un mot en quelque sorte polysémique. Un mot polysémique, ça veut dire à ce niveau que la définition de ce mot dépendra du contexte dans lequel vous le placez, n'est-ce pas? Si vous placez le mot indépendance dans le cadre d'un État, n'est-ce pas, cela va nous ramener à le définir ainsi, comme le caractère d'un État, n'est-ce pas, qui se voit, n'est-ce pas, sortir de la domination d'une autre puissance, c'est-à-dire quelqu'un qui était sous domination de quelqu'un d'autre et qui se retrouve à un certain moment donné de son histoire à se départir, n'est-ce pas, de cette domination, que ça soit économique, sociale, culturelle et politique de cette autre nation qui l'a dominé auparavant. Donc, si nous partons de cette définition-là, nous pouvons dire que à un certain moment donné de l'histoire, on peut dire, tout en nuançant, que l'Afrique
où les pays africains ont eu leur indépendance, ont obtenu leur indépendance. Mais si l'on observe certains volets, n'est-ce pas, à savoir politique, économique surtout, de ces pays africains-là, l'on peut dire que ça reste toujours des zones à développer pour que l'on puisse parler de véritable indépendance. D'accord. Alors à présent, le terme de l'indépendance est clair, je pense, pour tout le monde. Alors, quand on parle d'accession à la souveraineté des pays africains, est-ce que ça a été difficile pour la majorité de l'obtenir, ou est-ce qu'il y a eu une condition avant de pouvoir obtenir cette indépendance? Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce processus dans ce qu'on appelle indépendance, ça a été suivi de façon générale sur le continent africain et les autres continents également des autres pays qui ont été développés. Pour rappel, je mets entre parenthèses que même les États-Unis aujourd'hui qui servent d'exemple de démocratie et de république, n'est-ce pas, à tout le monde entier, ont été à un certain moment donné sous domination étrangère. Donc, les États-Unis, pour rappel, ont été dominés par l'Angleterre, n'est-ce pas, qui vont obtenir leur indépendance des Amériques à partir de 1776. Vous le voyez. Et cette Amérique aujourd'hui sert d'exemple à tout le monde entier en termes de démocratie, en termes d'économie, en termes de république, en termes de politique. Vous voyez. Alors, partant de cela, nous pouvons dire que le processus de décolonisation qui a abouti à la souveraineté internationale des pays, des États africains, a été, n'est-ce pas, abordé ou bien acquis de différentes manières. Vous voyez, vous verrez certains pays qui vont accéder à l'indépendance de façon violente, tandis que d'autres vont accéder à cette même indépendance, à cette même souveraineté internationale de façon pacifique. Ça veut dire que tout dépendait de la vision, n'est-ce pas, ou de la position du colonisateur. Et par exemple, vous prenez le système anglais, n'est-ce pas, dans l'ensemble des pays colonisés par l'Angleterre, l'ensemble de ces pays-là ont obtenu leur indépendance de façon d'abord à négocier avec les colons, n'est-ce pas? Et si tout n'allait pas bien, de passer à des accords, n'est-ce pas? Mais dans l'ensemble, ce sont ces pays-là qui ont accédé à l'indépendance de façon pacifique, n'est-ce pas? En tout cas sur le continent africain. Ouais. Tandis que pour les pays colonisés par les Portugais, hein, par les Français, donc c'est par la France autant pour moi, ce sont ces pays-là à un certain moment donné qui vont, la majeure partie en tout cas, qui vont accéder à l'indépendance de façon violente. Vous prenez l'exemple de l'Algérie qui va donc se lancer dans une guerre de 1954 à la veille de la guerre de Guembien Fou, n'est-ce pas, qu'on enseigne à nos élèves, de Guembien Fou à la guerre d'Algérie à partir de 1962. L'Algérie va accéder à son indépendance après des années de guerre. Vous voyez. Donc, cette même France également a procédé à une autre manière, c'est-à-dire une manière, n'est-ce pas, démocratique. Ça veut dire que la France, une fois qu'il a instauré dans ses colonies la loi cadre, par exemple le cas du Sénégal, à partir de 1956, va revenir encore pour proposer une autre voie permettant à ces colonies-là de rester toujours dans sa domination, alors que le processus de décolonisation est enclenché dans les pays africains. Mais la France, n'est-ce pas, toujours rattachée par ces pays colonisés sur le volet économique, sur le volet social, mais également sur le volet politique, voyez, va lancer ce qu'on appelle la fameuse communauté franco-africaine. Ça veut dire que on vous considère comme souverain, mais dans le cadre de la communauté française. Ça veut dire que tout ce qui va se décider ici sera donc la résultante de ce que l'on va décider en haut, de ce que le gouverneur, n'est-ce pas, va décider au niveau, donc, n'est-ce pas, de l'Hexagone, ça veut dire au niveau de Paris, n'est-ce pas. Et donc, à ce niveau-là, l'on voit maintenant comment les colons ont pu, n'est-ce pas, maintenir leur colonisé dans ce processus long, comme je l'ai appelé au début, de colonisation, de domination, alors que le processus de décolonisation a été enclenché, n'est-ce pas? Au sorti, je vous avais dit, au sorti, n'est-ce pas, de cette guerre de Guembien Fou à partir de 1954, beaucoup de pays ont su comprendre que cette France, n'est-ce pas, ce colon-là, à un certain moment donné, peut être vaincu à tout moment donné de l'histoire. Alors, l'Algérie va lancer
L'Algérie va se lancer dans cette logique-là. Alors les pays subsahariens vont également se lancer dans cette logique-là. La Guinée de Sékou Touré, je l'appelle le général de Gaulle quand il a été là-bas, pour naturellement leur imposer ou leur proposer cette loi référendaire, c'est-à-dire le référendum pour rester dans la communauté française ou sortir. Sékou Touré a véritablement dit non. Et la population guinéenne a voté non pour ce référendum, tandis que le Sénégal qui va voter oui, et que le Sénégal qui va rester dans la communauté française, et que la Guinée de Sékou Touré va prendre son indépendance. Quand le général de Gaulle disait vous volez l'indépendance, écoute, vous la prenez. Mais vous la prenez avec toutes les conséquences qui en découlent, n'est-ce pas? Cela veut dire que même en partant, la France ou le colon n'était pas du tout content de ce départ-là, de cette souveraineté internationale. Alors je vous rappelle, dans l'histoire de cette même France, n'est-ce pas, depuis le XVIIIe siècle, à partir de 789 à la Révolution française, ce sont ces mêmes Français qui ont dit que tous les peuples naissent libres et égaux devant la loi. Donc personne d'autre ne doit continuer à un certain moment donné de dominer un autre peuple. Et c'est cette même France jusqu'au 19e siècle qui continue d'exploiter, qui continue de dominer, qui continue de coloniser à un certain moment donné. Voilà de façon un peu succincte la manière dont il faut élaborer, dont il faut, n'est-ce pas, comprendre ce processus d'indépendance des pays africains. Alors, notez que certains pays ont accédé à cette indépendance de façon pacifique, mais majoritairement les colonies anglaises majoritairement, mais dans d'autres cas aussi il y a certains nombres de violences qu'on a eu à noter, mais de façon dans le cas des Français et des Portugais surtout, j'ai parlé du cas du Portugal, le Portugal qui va maintenir ces pays-là, par exemple la Mozambique et la Guinée-Bissau jusqu'après 1960, parce que rappelez-vous de l'indépendance, n'est-ce pas, des pays comme la Mozambique, la Guinée-Bissau, c'est à partir des années 70 que le Portugal va donner l'indépendance à ces pays, parce que tout simplement, vu son attachement et sur le plan économique et sur le plan social à ces pays-là, c'est comme l'a fait en France avec le cas de l'Algérie, qu'elle considérait comme une colonie de peuplement, donc comment on appelle ça, une continuité du territoire français sur le continent africain. Vous voyez, la France considérait l'Algérie comme une continuité du territoire français sur le continent africain. Ça, c'est grave. Très du grave. Coup, à un certain moment donné, il va falloir que cette vague de pays africains se lève un jour pour dire non à cela et se lance dans ce processus de décolonisation qui va leur permettre d'aboutir à cette indépendance politique. Je dis bien une indépendance politique parce que tout simplement, c'est une indépendance qui reste carrément à désirer. Après, tout au long de cette émission, peut-être on aura l'occasion de revenir sur les aspects, n'est-ce pas, économiques de cette indépendance, mais également politiques et voire culturels. Alors, donc nous l'aurions compris, l'indépendance en elle-même n'est apparemment que de nom avec ce que Fatih nous a expliqué. Mais tout à l'heure, vous avez eu à parler de la Guinée de Sékou Touré. Aujourd'hui, nous voyons un autre pays africain, un pays de l'Ouest même de l'Afrique qui est en train un tout petit peu de reprendre ce schéma. Certes, la Guinée n'a pas accepté d'entrer dans cette fédération ouest-africaine et a eu sa propre monnaie et tout, et aller de son propre gré. Et nous voyons un autre pays, notamment le Mali, qui est maintenant là et en train de produire sa propre or. Donc, pensiez-vous qu'aujourd'hui, le Mali, comparé à un autre pays qui est toujours dans la zone ouest-africaine avec le CFA, notamment le Sénégal, est-ce que le Mali serait beaucoup plus indépendant que notre très cher pays, le Sénégal? Alors, merci encore pour cette question, n'est-ce pas? Le cas des pays de l'Alliance des pays du Sahel, n'est-ce pas? Un exemple qui commence à inspirer, n'est-ce pas, beaucoup d'autres pays africains. Il faut l'admettre. C'est un exemple, n'est-ce pas, d'alliance qui commence à servir d'exemple à beaucoup d'autres pays africains, vu que
à un certain moment donné de l'histoire, quand on parle de décolonisation, quand on parle de l'indépendance, il va falloir que cette indépendance soit une indépendance totale, une indépendance économique, une indépendance politique, une indépendance culturelle et sociale. Alors, le colon, qu'est-ce qu'il a d'abord fait? C'est juste un petit rappel. Le colon, pour coloniser les Africains, a d'abord essayé de formater notre esprit, notre psychologie, même notre manière de penser. Par exemple, vous prenez un certain monsieur Fati qui se dit, par exemple, pour être bien vu dans la rue, il faut porter des costumes, n'est-ce pas? Costume, cravate. L'exemple, ça c'est l'idée, n'est-ce pas, de formatage du colon qu'il a instauré dans notre tête. Pour sortir, pour être bien vu, il faut porter des lunettes, il faut, Maintenant, c'est ce que les pays du Sahel ont compris à un certain moment donné de l'histoire. Il va falloir prendre en main notre destin. C'est ce que eux ils ont compris. Ils sont en train de frapper leur propre monnaie. Ils sont en train, n'est-ce pas, de rompre à tous les liens entre eux et leur ancienne colonie, ancienne métropole qui est la France. Mais ça sert de l'exemple, ça doit servir de l'exemple, n'est-ce pas, d'indépendance totale à tous les pays, à tous les autres pays africains, n'est-ce pas, qui étaient indépendants, bien évidemment, mais de façon politique, je dis bien. Pourquoi de façon politique? Parce que jusqu'à présent, depuis les années 60, et maintenant nous sommes à presque une cinquantaine d'années des indépendances, et que ces mêmes colonies, cette même métropole continue d'exploiter nos ressources premières, n'est-ce pas, et continue d'influencer sur les prises de décision politiques, c'est nous. Vous prenez l'exemple des élections qui s'organisent, c'est nous, par exemple, dans des pays comme le Sénégal, c'est nous, comme le Maroc, n'est-ce pas? Vous prenez l'exemple également des pays comme la Côte d'Ivoire, qui vont... Et même le Sénégal, lors de la dernière élection, nous avions vu une délégation de l'Union européenne qui est venue, voilà, pour dire qu'apparemment que nous sommes là pour qu'il n'y ait pas d'émeutes. Nous sommes là pour qu'il n'y ait pas d'émeutes, comme si... après 50 ans d'indépendance, le Sénégal n'arrive toujours pas, ou ces pays n'arrivent toujours pas à prendre en main leur destin, n'est-ce pas, à se prendre en charge eux-mêmes de façon politique sur le volet économique, même pour l'exploitation de nos ressources. Il va falloir exploiter ça et amener ça à l'étranger pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, étudier si c'est bon, oui, même si c'est bon, qu'ils nous disent que c'est pas bon. On n'a pas un autre moyen de vérifier cela. Tout cela, le Mali et les pays du Sahel ont en train de mettre fin à tout cela. Tout en commençant d'abord à renvoyer, n'est-ce pas, ces soi-disant représentants, savoir l'ambassade, les bases navales qui sont toujours les bases ici. navales, même les casques bleus, qui étaient dans le cadre de la mission MINUSMA, au Mali, ont été tous renvoyés pour dire que non, nous pouvons prendre en charge tout ce qui est en rapport avec notre sécurité, notre développement économique, notre développement social, notre politique, n'est-ce pas, de développement, et tout ce qui va avec. Nous pouvons prendre en charge tout cela. Nous sommes indépendants, donc vous nous avez colonisé, vous nous avez vendus, etc. À un certain moment donné, vous nous avez donné notre indépendance. Maintenant, il va falloir que vous nous laissiez gérer nos institutions par nous-mêmes. Et donc, le cas du Mali, dans le cadre de cette nouvelle lancée-là, peut servir bien évidemment d'exemple à d'autres pays africains pour, n'est-ce pas, accéder à l'indépendance en tant que telle. Espérons en tout cas que ça le soit. Mais en parlant aussi des casques bleus, il y a eu des casques bleus avant même de quitter ces territoires. On a appris que de jeunes filles ont été même victimes de viols par ces casques bleus. Donc à se demander, est-ce qu'ils sont là vraiment pour le travail ou est-ce qu'ils sont là juste pour être là, en fait? C'est une problématique aussi intéressante, parce que quand vous voyez un peu depuis le départ de ces casques bleus-là, au niveau du Mali, nous avons constaté que le nombre d'attaques, n'est-ce pas, de ces Touaregs, de ces djihadistes, etc., va diminuer, à un certain moment donné. Quand le Mali et les pays du Sahel ont pris en main leur destin, leur armée, etc., ils ont dit, n'est-ce pas, ils ont mis fin à cette relation militaire entre le Mali et la France. À un certain moment donné, l'on a vu que les attaques, le terrorisme a diminué en quelque sorte au niveau du Sahel. Du coup, c'est une question également à travailler. Est-ce que ces casques bleus sont là uniquement pour protéger la population du Sahel, ou bien est-ce qu'ils sont là pour d'autres fins? Donc, c'est des problématiques, c'est des perspectives qui méritent donc des pistes de recherche
bien évidemment approfondie. Alors, en tout cas, durant ce sommet, c'est ce que l'entrepreneur social et numérique Elda Kwama a eu à faire savoir au président Emmanuel Macron. Et au lieu d'aide humanitaire qui est donnée par l'Agence française de développement depuis longtemps déjà dans différents pays du monde et particulièrement en Afrique, a été requalifiée par le président Emmanuel Macron d'investissement solidaire. Et je rectifie, le sommet avait eu lieu en 2022 au lieu de 2019. Mais nous avions eu aussi à voir Fatih lors du sommet de Russie-Afrique qui s'est déroulé les 23 et 24 octobre à Sochi en 2019 avec le président Vladimir Poutine. Mais juste après la déclaration de Nathalie Yamb, qui est une activiste politique en Côte d'Ivoire, a été expulsée de son pays. Et quel a été votre avis selon ce qui a été dit là-bas et ce qui en a découlé? Alors merci encore. Ça reste toujours dans le même contexte, dans cette nouvelle philosophie africaine, on va dire, qui anime la majeure partie des jeunes, mais également des chercheurs, à redéfinir cette relation entre la métropole et l'ancienne colonie, qui était soit ce Sénégal ou la Côte d'Ivoire, en tout cas tous ces pays qui ont été sous la domination étrangère. À un certain moment donné, il va falloir organiser des rencontres internationales, s'asseoir autour de la table avec les concernés eux-mêmes, afin de pouvoir discuter sur l'avenir, n'est-ce pas, de ces relations, de ces collaborations, etc. Alors, Nathalie Yamb, vous la connaissez déjà, c'est une activiste assez suivie dans les réseaux sociaux, qui influence, qui impacte. Maintenant, ça dépend. Ça reste maintenant à voir son impact, son influence. Est-ce que cela arrange ce qu'on appelle les dirigeants de son pays? Si, parce que c'est une question de politique nationale. Alors, il va falloir, à un certain moment donné, pour chaque gouvernement bien évidemment, de suivre une logique, n'est-ce pas, de politique. Maintenant, s'il y a quelqu'un dans ce pays-là, dont Nathalie Yamb, vous prenez l'exemple également de Kémy Séba, qui sont là que pour un renouveau africain, pour une renaissance africaine. Et ces gens-là ont commencé à un certain moment donné de déranger naturellement ces chefs d'État qui avaient une logique différente, un peu différente de ces activistes-là. Alors, quand il a fait cette communication, alors il va être expulsé de son propre pays parce que tout simplement, elle a une angle de vision assez différente peut-être aux dirigeants de son pays qui forcément ne va pas leur arranger. Et ça a toujours été comme ça avec l'histoire des activistes. Même chez nous, vous allez voir que beaucoup d'activistes vont suivre cette incompréhension avec le gouvernement, qui vont se voir soit expulsés, soit emprisonnés, soit, n'est-ce pas, voyager, aller se refuser ailleurs pour naturellement animer les réseaux sociaux. Donc, ça a été le cas. Parce que pour le cas de la Russie, de Poutine également, va se lancer. Nous sommes dans ce cadre de la géopolitique internationale. Il va falloir que, à un certain moment donné, chaque pays, chaque grande nation revoit, n'est-ce pas, sa définition de collaboration, n'est-ce pas, d'investissement avec les pays, surtout les pays africains. Les pays africains, puisque le continent a été considéré comme l'avenir du monde, donc, vu la jeunesse de sa population, la richesse de son sous-sol, n'est-ce pas, de ses ressources premières. Donc, beaucoup de grandes nations telles que la France, la Russie, les Amériques, même la Chine, vont essayer de s'intéresser beaucoup plus davantage à ce continent-là. Et donc, la Russie se lance également dans cette logique de la géopolitique pour naturellement tisser de bonnes relations économiques, politiques avec des pays africains. Et donc, s'il y a des activistes africains qui se lancent également dans cette même logique, et il est forcément probable que leur vision se diffère avec naturellement leurs dirigeants de CR. Et donc, ce qui a été le cas de Nathalie Yamb, cette Ivoirienne très, très percutante sur les réseaux, mais aussi dans le monde des influenceurs, qui va entraîner son expulsion dans son propre pays à un certain moment donné.
Merci beaucoup pour votre réponse explicite. Alors, nous allions sans doute aussi nous tourner un tout petit peu vers notre autre invité, Seydina, qui est un entrepreneur social et un infirmier d'État. Alors, Seydina, qu'est-ce que vous pensiez sur le thème l'indépendance de l'Afrique et entre mirage et réalité au Sénégal? Est-ce que vous sentiez vraiment cette indépendance? Merci beaucoup, Mayeng. Et je suis pas expert comme M. Fati, mais n'empêche, nous allons tenter en réalité, comme étant jeunes, étant sénégalais, de parler notre ressenti par rapport à ce terme qui nous parle de l'indépendance. Et quand on parle souvent d'indépendance, il y a souvent la lésion que nous faisons, c'est d'être libre. Et quand nous parlons de liberté, il y a forcément le contraire, la contrainte qui est derrière. Et nous avons eu à, comme l'a si bien rappelé M. Fati, donc, après, la Seconde Guerre mondiale, au lendemain du 8 mai 1945, où les élites africaines ont commencé à conscientiser et à réveiller leur peuple au sortir de la rencontre à Bandung en 1955, où ces élites africaines comme asiatiques se sont dit, tiens, il faudra en ce que nous nous réunissions et nous commençons à penser les choses par rapport à notre propre angle, c'est-à-dire de pouvoir obtenir notre liberté et notre indépendance. Et ces processus nous ont permis à accéder chez nous à l'indépendance vers les années 1960 avec ce long processus qu'on a eu à passer de 44, 56, 58, donc qui nous ont permis d'aboutir à une indépendance qu'on peut dire entre guillemets pacifique. Mais comment nous avons eu à obtenir cette indépendance? C'est parce que la France, dans cette ère, a été essoufflée, donc a été fatiguée, a été ruinée et endettée. Et vu le contexte qu'il a eu à vécu en Algérie et en Indochine, donc l'a poussé en réalité à se conscientiser lui-même. Donc avec l'avènement de De Gaulle en 58, qui va changer en réalité donc les perspectives ou bien les démarches françaises pour pouvoir tenter de se dire tiens, il faudra être raisonnable et pouvoir accorder cette indépendance d'une autre manière. Mais cette indépendance pose des couacs, comme on le dit chez nous, parce que il y a souvent des interrogations que les jeunes se posent, ou bien les jeunes du XXe siècle se posent, parce que souvent nous sommes tout le temps liés avec notre métropole, notre colonie d'avant, à savoir à l'image de la France. Et comme exemple patent, comme symbole patent, nous pouvons prendre le franc CFA, qui est tout le temps un frein pour les pays d'Afrique qui sont conformés par rapport à ce type de monnayage, donc qui nous empêche en réalité d'accéder ou bien donc d'être totalement autonome sur le plan économique. Et tout à l'heure, M. Fati l'a si bien rappelé, ces termes, même ces accords que nous signons avec le partenaire externe, souvent il y a pas une égalité par rapport à ça. Et de cet angle, nous pouvons l'aborder et dire en réalité que c'est tout simplement, on est tout le temps dépendant par rapport à ces occidentaux qui viennent tout le temps en proposant des financements, mais de ces financements, nous pouvons comprendre qu'ils attendent plus par rapport à ça. Prenons par exemple l'exemple de nos accords de pêche qu'on a eu à signer. Tout le temps, nous entendons nos pêcheurs revendiquer en réalité et dire que ces accords ont été illégalement donc signés. Donc nous pouvons supposer et comprendre de par là que cette dépendance que qui nous lie avec l'occidentaux nous pousse forcément à dire que notre indépendance serait tout simplement sur le plan politico-économique, donc ne serait que mirage. Mais dans d'autres circonstances, il faudra tout simplement comprendre qu'il y a indépendance. Donc il y a indépendance dans certaines mesures parce que nous sommes reconnus donc sur le plan national comme international, et ça aussi c'est un acte concret qui est là. Mais maintenant, donc le seul problème qui se pose c'est tout simplement que nous sommes tout le temps liés par rapport à nos métropoles. Mais cette question, il faudra comprendre que nous n'avions pas eu à penser par rapport pour l'accession de notre indépendance, de le penser d'abord interne. Nous n'avions pas, par exemple, prenons l'exemple de l'Inde avec Mahatma Gandhi. Donc l'indépendance s'est commencé sur le plan interne avec un long processus où ils ont commencé en réalité d'abord
poussant les Indiens à se prendre sur le plan économique, à construire en faisant ce qu'on appelle basant leur économie par rapport à leur propre réalité. Et cela les a permis en réalité, entre-temps, à pouvoir obtenir leur indépendance et à être reconnus par ce qu'on appelle l'Angleterre. Mais nous, chez nous, dans l'Afrique occidentale, dans l'Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas eu à penser notre indépendance dans cet angle. Nous avons tout simplement pris la proposition que nous avions eu à laisser la France, et je pourrais dire entre guillemets que c'est ce qui nous fait mal aujourd'hui, qui fait que notre indépendance, je dirais pas elle est absente, mais elle boite entre temps. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution, Célina. Ça a été vraiment très, très, très intéressant. Fatih, on dirait que vous vouliez rétorquer un tout petit peu sur ce qu'il a dit. Oui, évidemment, en tant que jeune entrepreneur, mais également amoureux de la recherche, parce que quand on est entrepreneur, à un certain moment donné, on s'active beaucoup plus sur la recherche pour voir comment marchent les choses. Et donc, et étant donné qu'on a tous étudié la même histoire, le même processus historique, il a bien fait de partir de la conférence de Bandung où tout a été décidé. Parce que rappelez-vous de cette conférence de 1884 et 1885 à Berlin, ces conférences de Berlin qui étaient organisées pour le continent africain et sans le continent africain. Ça, c'est grave. Donc, il a fallu plus d'un siècle après pour que ces mêmes Africains puissent, n'est-ce pas, plus d'un demi-siècle pour que ces mêmes Africains puissent se retrouver ailleurs et, n'est-ce pas, décider de ce qui va se faire, ce qui va se dessiner sur leur avenir en quelque sorte. Et donc, il a aussi parlé de cet assoufflement de la France. La France, à un certain moment donné, comme il a dit, la France était sortie de deux épreuves assez compliquées de son histoire. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la crise des années 30 en quelque sorte. Et donc, avec cet assoufflement, avec cette fatigue, la France n'avait autre choix que d'aller négocier avec ses colonies, que d'aller, n'est-ce pas, proposer avec ses colonies. Et donc ça, c'est l'exemple, n'est-ce pas, de l'Algérie, hein, l'exemple de l'Indochine, n'est-ce pas. La France, tout au début, ça aurait été elle-même si elle pouvait, n'est-ce pas, faire autrement. Elle allait négocier avec l'Indochine, mais puisque ces gens-là également étaient à bout de leur souffle, à un certain moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Eux, ils vont naturellement lancer cette guerre, n'est-ce pas, d'Indochine à partir de 1954, qui va être soldée par cette défaite très honteuse, n'est-ce pas, de la France, qui servira d'exemple, bien évidemment, je l'ai dit dans mes propos, d'autres pays comme l'Algérie a lancé également ce processus de décolonisation. Mais bien évidemment, nous avons également l'exemple de l'Inde qui, à un certain moment donné, va avoir une organisation interne extraordinaire. C'est ce qui manque, comme il a dit, c'est ce qui a manqué à beaucoup d'autres pays africains parce que De Gaulle était venu comme ça, il vous propose la communauté française en deuxième lieu pour naturellement vous leurrer, vous tromper et vous dire ouais, vous êtes indépendant, c'est ce qu'on appelle l'autonomie interne. Vous êtes indépendant, mais dans le cadre de cette communauté-là, de cette petite communauté entre vous et la France. Donc les relations continuent. Il a fallu pour certains pays de dire non à cela et pour certains pays d'aller au-delà donc des années 60, le cas du Sénégal et du Mali, dans le cadre de cette fédération du Mali qui prendra son indépendance à partir donc des années 60, bien évidemment dans des difficultés parce que la France n'était pas du tout d'accord, n'était pas du tout, même si elle a été obligée de libérer ces gens-là, mais il n'était pas du tout vraiment d'accord de donner l'indépendance à ces pays africains. Et donc, elle était obligée à un certain moment donné. Mais ce qui reste à voir, il l'a dit, c'est réellement cette indépendance qui fait toujours polémique, est toujours problématique dans la mesure où, quand on parle de l'indépendance, on parle de liberté. Hein, on parle de liberté totale. Indépendant, vous êtes indépendant, par exemple, si vous arrivez à décrocher un bon travail, vous dites aujourd'hui je suis indépendant financièrement, donc je ne dépends de personne pour subvenir à mes besoins, pour subvenir à mes activités, etc. Du coup, vous êtes indépendant. Il n'y a personne d'autre qui viendra vous financer. Mais jusqu'à présent, quand vous prenez la construction de nos infrastructures, c'est les étrangers qui s'engagent, qui signent ces projets-là, ces marchés-là, etc. Donc, du coup, basant de tous ces exemples-là qu'on a cités ici, on peut dire, même si c'est avec
voilà, peine que nous sommes toujours vraiment sous colonisation. Et d'ailleurs, c'est le terme qui s'impose, le néocolonialisme, cette colonisation après l'indépendance qui s'impose et qui magnifie, qui explique carrément que nous sommes toujours pas véritablement indépendants. D'accord. Alors, ce néocolonialisme qui est toujours présent et qui avait été cité lors du sommet de Sochi en Russie. Alors, tout à l'heure, Célina a dit que oui, certes, nous sommes indépendants, mais aussi, il faudrait que les pays comme, vous aviez donné l'exemple de l'Inde, qui, eux, ils ont eu à émettre des politiques qui prenaient en compte les réalités de leur peuple. Et par cette assertion, on peut dire que le président du Sénégal, il y a de cela quelque temps, avait eu à organiser un dialogue national au CICAD, au Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio. Et durant cette conférence, nous avions eu à voir des jeunes qui ont pris la parole pendant plusieurs heures et les autorités les ont écoutés. Qu'aviez-vous eu à penser de cette initiative prise? Alors, cette question d'organisation interne afin de pouvoir faire focus sur les réalités nationales, voyez, n'a pas daté d'aujourd'hui. Prenez l'exemple de ce bicéphalisme entre Senghor et Mamadou Dia à partir des années 60, parce que le Sénégal était parti dans cette logique de bicéphalisme, c'est-à-dire de président et de vice-président. Le Sénégal est parti de ce programme de président du Conseil, président de l'Assemblée, à ce président de la République et le vice-président. Alors, Mamadou Dia et Senghor, une fois au pouvoir, vont, n'est-ce pas, lancer ce vaste politique de développement économique et social adapté à nos réalités socio-économiques et culturelles. Donc, Mamadou Dia, qu'est-ce qu'il va faire au début des années 60? Va collaborer avec ce qu'on appelle un spécialiste du monde rural du nom de Ben Madi Cissé qui va, à un certain moment donné, aller renouer cette confiance qui a été rompue entre l'État et la population rurale. Et donc, parce que lui, il se disait que tant qu'il n'y a pas cette confiance, n'est-ce pas, renouée entre la population locale, la population rurale et l'État central, il n'y aura pas d'indépendance économique proprement dite. Parce que auparavant, le système colonial a fait de telle sorte que ce que le paysan cultive, ce que l'artisan travaille, tout était, n'est-ce pas, géré par le colon, par l'administration coloniale centrale. Et donc, eux, quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont lancé? Pour naturellement bannir à tout cela, vont lancer ce processus, cette fameuse politique de décentralisation économique, afin de pouvoir redescendre vers la base et monter là-bas des structures socio-économiques telles que la Banque sénégalaise de développement, qui va contribuer au financement des femmes, mais aussi des agriculteurs. Mais également, il va mettre en place des structures d'encadrement telles que le centre d'expansion rurale, qui va servir de centre de réflexion, de débat, de formation, n'est-ce pas, et d'éducation à la population rurale, afin de pouvoir s'imprégner beaucoup plus davantage aux nouvelles techniques agricoles. C'est ce qui va permettre à ces populations, n'est-ce pas, de se sentir carrément s'imprégner de la gestion de la nation. N'est-ce pas? Alors, donc, vu tous ces exemples-là, nous pouvons dire que, bien évidemment, le Sénégal, en un certain moment donné de son histoire, va se lancer également à cette politique, n'est-ce pas, de développement économique, mais de politique de développement économique adaptée aux réalités socio-économiques de son temps. Et le président Macky Sall, à un certain moment donné également, va, n'est-ce pas, se lancer dans cette voie-là, en donnant la parole à cette jeunesse-là, qui va, n'est-ce pas, se lancer, elle aussi, cette jeunesse, dans cette logique, n'est-ce pas, de restauration des réalités du pays, par rapport au volet politique, économique, mais également social. Parce qu'il faut pas oublier qu'à un certain moment donné de l'histoire, comme le dit Kwame Nkrumah dans son ouvrage intitulé Le conscientisme, que l'Africain copie mal. L'Africain copie mal à l'opposé donc de l'Européen. Quand il vient sur le continent africain, il va étudier toute la société et prendre ce qui l'intéresse de cette société-là. Mais par contre, l'Africain, quand il part en Europe, va prendre tout et vouloir s'endosser donc de cette réalité européenne qui n'était pas adéquate pourtant avec ses valeurs. Et donc, c'est cette jeunesse africaine, sénégalaise particulière, c'est ce qu'ils ont compris et c'est ce qu'ils ont dit devant le président de la République,
qu'il faut à un certain moment donné, yeux dans les yeux, changer, n'est-ce pas, ce système-là et de s'orienter, beaucoup plus s'orienter sur, n'est-ce pas, nos valeurs sociétales, n'est-ce pas, nos cultures qui nous sont réellement propres. Et donc c'est ce que j'ai aimé, n'est-ce pas, de cette rencontre entre le patronat et ainsi la jeunesse sénégalaise, qui a bien évidemment compris qu'à un certain moment donné, il va falloir, n'est-ce pas, repenser cette relation entre l'État et la société. Cette politique sociale, cette politique économique et culturelle doit être repensée, doit être revue afin qu'elle puisse donc, n'est-ce pas, être adéquate par rapport à nos besoins sociétals. En tout cas, de telles initiatives doivent être élaborées sur le long terme pour pouvoir aider tout le monde. Alors, Fatih, une toute dernière question. Il y a eu récemment un boxeur, je vais dire, qui a eu à mener un combat du nom de Francis Ngannou. Mais apparemment, il y a un journal français que je ne citerai pas a eu à émettre un tweet qui a malheureusement mis en fâche quelques internautes quand on a eu à dire que voilà, le boxeur Francis Ngannou, sans papier, a perdu son combat. Et d'après vous, oui, il est un sans-papier, mais quand aussi nous n'avions pas eu encore accession à l'indépendance, ces mêmes occidentaux n'étaient pas aussi avec des papiers sur notre territoire. Merci. Même avec l'indépendance, notez que ces mêmes Européens, ces mêmes occidentaux peuvent venir, en tout cas jusqu'à un temps récent, pouvaient venir sur le continent africain sans ce visa, sans cette autorisation vraiment légale de séjourner sur le continent africain. Vous prenez l'exemple de la majeure partie des touristes quand vous discutez avec un spécialiste de ce domaine-là, du tourisme, vous allez comprendre que beaucoup de ces gens-là ne bénéficient qu'une autorisation de voyage pour séjourner sur le continent africain. Alors, ces gens-là, beaucoup parmi ces touristes, vous partez, par exemple, à Sali, vous partez à Gorée, sur l'île de Gorée, vous allez trouver que des familles européennes qui se sont définitivement installées sur le continent, alors qu'ils étaient venus seulement que dans le cadre, n'est-ce pas, touristique. Alors, si nous prenons l'exemple de ces personnes-là, de ces Africains-là qui sont partis, l'exemple de Francis Ngannou, qui a malheureusement perdu un combat aussi attendu, et à la veille au lendemain de quel combat, c'est titré dans une certaine média internationale ou européenne que un sans-papier a perdu un combat. Donc ça ne nous surprend pas, parce que ça a toujours été comme ça, même avec les papiers, vous avez vu que les gens sont considérés toujours comme ils sont traités toujours en fonction de leur couleur de peau, comme si la nationalité seulement ne suffit pas pour se considérer comme, n'est-ce pas, comme comme habitant d'un pays. Par exemple, il y a ce que Fatou Diom, cette écrivaine et poète, manifeste à chaque fois, à chacune de ses sorties, que quand ces investisseurs ou bien quand ces Européennes décident de partir sur le continent africain, on ne parle pas d'immigration. Mais quand il y a cette vague migratoire des Africains ou des Indiens qui viennent sur le continent européen, n'est-ce pas, on parle de tous les noms d'oiseaux sur l'immigration africaine. Ils sont venus naturellement remplir notre continent des sans-papiers, etc. Alors que c'est ce même processus de migration que les Occidentaux également pratiquent sur le continent africain de tous les jours. Vous allez partir dans les aéroports, vous allez pratiquement voir que c'est que les hommes de couleur blanche, en fait, de couleur de peau. Donc, partez dans les aéroports pour naturellement constater cela. Alors, ces gens-là, à leur niveau, ne sont pas considérés comme des migrants. Alors que quand on effectue ce déplacement d'un pays à un autre, d'une contrée à une autre, l'on considère que c'est une migration. Alors, pourquoi, à un certain moment donné, on arrive à diaboliser une partie, une migration, et on arrive carrément à authentifier ou bien à réglementer cette autre migration qui vient du nord-sud. Donc, tout cela ne nous surprend pas si au lendemain de ce combat-là, l'on considère Francis Ngannou, pourtant qui est donc Camerounais de nationalité, mais qui vit là-bas parmi eux depuis très longtemps et qui paye l'impôt, qui paye tous ces taxes-là pour vivre normalement.
qu'on considère que comme un sans-papier. Le mot vraiment dit beaucoup, mais ça ne nous surprend pas parce que l'Occident, en un certain moment donné, a toujours ce réflexe-là sur l'Afrique, en quelque sorte. En tout cas, merci beaucoup pour cette contribution. Alors, vous l'aurez compris, l'indépendance de l'Afrique entre mirage et réalité, c'est une réalité d'un côté et d'un autre côté, une illusion. Des initiatives sont prises pour essayer de conscientiser la population et de nous pousser de plus vers notre souveraineté, même si quelquefois le vocabulaire est abusé. En tout cas, merci beaucoup à Fatih et aussi à Seydina qui a pu aussi y contribuer. Alors Fatih, un dernier mot avant de clore la rubrique. Alors, un mot de remerciement pour l'invitation, mais également à tous les téléspectateurs de Téléécole, n'est-ce pas? Une télé 100% éducative qui nous a permis aujourd'hui, comme tous les autres jours, à discuter autour de cette table-là d'une thématique ou des thématiques assez intéressantes qui intéressent, n'est-ce pas, n'est-ce pas, le monde dans le volet économique, développement et politique. Et nous remercions également toute l'équipe de Téléécole qui ont facilité, n'est-ce pas, la mise en place de cette émission, mais également cette invitation-là. Merci beaucoup et nous espérons vous revoir bientôt. Alors, nous sommes à la fin de la rubrique Réalité d'Afrique. Juste après la pause musicale, ça sera la rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active avec Seydina Abbas Badiane. Donc, retrouvez-nous tout de suite juste après la pause musicale. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. À vous rappeler que vous êtes toujours sur la 106.1. À présent, nous allons débuter pour la seconde et dernière rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active. Aujourd'hui, nous allions parler d'un thème qui est le suivant. L'importance de la citoyenneté active en milieu scolaire. Nous aurons Seydina Abbas Badiane qui est un entrepreneur social et aussi infirmier d'État. Kaosu Fatih est toujours là pour nous accompagner et contribuer au thème. Alors, je vais passer à la présentation de notre très cher Abbas. Alors, Abbas est passé par le SEM de Bao ainsi que le lycée Cheikh Hamidou Kane de Bao. Il a été au niveau du club de littérature et de philosophie CLAP. Il a été nommé meilleur élève en histoire et en géographie. Il a également été président du club du CLAP également, nommé médiateur de son lycée et après l'obtention de son baccalauréat, il a été orienté à l'Université virtuelle du Sénégal et y a poursuivi une licence en multimédia interne et communication. Seydina Abbas Badiane est également diplômé d'une licence 3 en infirmier d'État à l'école de santé IFA de Dakar, aussi coordonnateur de l'amicale des étudiants de l'IFA et formateur actuellement dans le CLAP dans son ancien lycée, le lycée Cheikh Hamidou Kane de Bao. Et il est aussi là-bas formateur en prise de parole en public et responsable de l'association Bao Assistance Médicale. Notre très cher entrepreneur engagé. Bonjour et bienvenue à Téléécole. Bonjour Fatih et bonjour également à monsieur Bayang. Bonjour Bayang et bonjour à monsieur Fatih. Comme on le dit, si la parole est un ton fruit, l'écorce serait bavardage et le noyau bon sens. Nous espérons que ce que nous allons développer plus tard sera que bon sens et sera partagé par tous et par tous les jeunes en réalité. En tout cas, nous l'espérons beaucoup et nous voyons que vous avez beaucoup de casquettes. Alors, l'importance de la citoyenneté active en milieu scolaire. Vous êtes carrément la représentation fidèle de notre thème. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous aviez à nous dire sur ce thème et quelle est selon vous la définition de la citoyenneté active? Merci, Bayang. Ce serait tout le temps de revenir comme le fait les historiens par rapport aux contextualisations des choses. Mais cette notion, elle nous renvoie un tout petit peu par rapport au thème de la philosophie, si on voit l'État. Parce que quand on parle d'État, on va parler de ces sujets. Et quand on parle de ces sujets, il y a une connotation que l'on donne à des types d'États.
Et en philosophie, je vais prendre deux exemples. Il y a un État qui est dictateur et un État démocratique. Et ici, ce qui nous concerne en cas de citoyenneté, c'est de l'orienter par rapport à dans un type d'État qui est démocratique. Et dans l'État démocratique, le sujet ou bien l'individu a le statut d'un citoyen. Et par contre, si c'était dans l'État de dictature, il allait avoir le statut donc d'être un sujet, d'être quelqu'un qui se soumet par rapport à une autorité plus forte que lui. Mais maintenant, cette citoyen, elle est souvent en confrontation avec citoyenneté, mais il y a quelque chose qui nous intéresse à l'intérieur, qui est la notion de civitas en philosophie pour dire cité. Donc, cette citoyenneté, elle est tout simplement citoyenneté active. Elle est tout simplement le fait donc c'est un débat d'abord la citoyenneté est tout en active, c'est un statut juridique que l'on donne à un individu, que l'on donne à un sujet, donc reconnu légalement par tous les moyens, à savoir donc sa carte d'identité nationale, à savoir sa certificat de nationalité, certificat de naissance, etc., etc. Et c'est pour dire que cette personne appartient à un type de société bien défini, à un pays bien défini. Mais non, la citoyenneté active, c'est tout simplement donc l'ensemble des actions, des moyens que l'individu ou bien le sujet ou bien le citoyen fait pour pouvoir tenter en réalité d'être dynamique par rapport à aller dans le bon sens, de participer pleinement et positivement dans ce qu'on appelle le processus donc de développement, donc c'est strictement donc pour pouvoir permettre en réalité d'impacter en réalité positivement donc son milieu de vie ou bien son cadre de vie. D'accord, merci beaucoup pour les éclaircissements. J'espère que pour Fatih à présent c'est très clair la notion de citoyenneté active. Alors, vous aviez eu à être nommé, à occuper différents postes dans votre lycée, votre ancien lycée. Qu'est-ce que le fait d'avoir été actif dans votre établissement, d'être médiateur, de participer aux activités, qu'est-ce que ça vous a apporté de plus personnellement dans votre vie? Bon, disons beaucoup de choses, parce que embrasser le monde des clubs, et des amicales, c'est tout le temps bénéfique. On apprend sur le plan personnel et sur le plan professionnel également. Parce que sur le plan personnel, cela va te permettre de te développer toi-même et de voir tes forces et tes faiblesses et de pouvoir donc t'adapter par rapport au type d'environnement ou bien des personnes que tu rencontres, pouvoir tenter en réalité de les convaincre et pouvoir tenter en réalité d'interagir avec eux. Et souvent, ces organisations que l'on appelle ces clubs, souvent c'est une société en miniature et on y retrouve différentes personnes et chacun par rapport à ses goûts, par rapport à sa culture, par rapport à sa façon de penser et d'agir. Et comme étant leader, tu apprends à les manier en réalité par rapport à ta vision. Et ces organisations nous permettent d'oser les affronter, d'affronter nos peurs, mais également d'oser en réalité de contacter, de toucher, bien d'embrasser ce qu'on appelle le monde professionnel. Parce que étant dans ces organisations, tu vas tout le temps interagir avec des personnes externes, donc pouvoir tenter en réalité d'exposer et de magnifier, de montrer tes projets par rapport à l'organisation que tu gères. Et de l'expérience personnelle que nous avons par rapport au club que nous avons eu à diriger dans le lycée. Le club que je précise qui est un club de littérature, d'art et de philosophie que j'ai eu l'honneur à diriger en classe de première comme étant le président. Et de cette période, nous avions eu à donc poser des actions allant dans le sens de pouvoir renforcer la culture, renforcer la littérature, renforcer mais également la philosophie. Mais au sorti de cette même année, nous avions été contactés par la CERCAM, donc qui est celui des élèves et étudiants de la commune de Mbao, et c'était sous l'ère de monsieur Diagne, donc qui est un journaliste, donc qui nous avait contactés pour pouvoir représenter donc les élèves dans la commune de Mbao. Et c'était en 2018.
et nous avions eu l'honneur de présider donc les élèves, donc l'ensemble des élèves donc qui se trouvent au niveau de la commune d'arrondissement de Mbao. Et c'est ça a été notre premier contact donc avec donc des étudiants, notre premier contact avec une autre organisation plus sophistiquée, plus organisée donc que le CLAP, et cela nous avait permis en réalité donc d'embrasser et de toucher en réalité donc d'autres personnalités. En tout cas, c'est vraiment à encourager. Mais tout à l'heure, vous aviez dit qu'en intégrant ces clubs, vous avez eu à rencontrer différentes personnes avec différentes habitudes, comportements et autres. Est-ce que la notion de relations humaines a été un problème pour vous quand vous avez eu à être regroupé avec ces différents élèves? Y a-t-il eu des problèmes au sein du club ou des désaccords? Oui, vous savez, cela ne va pas manquer dans une organisation sociale ou bien dans une organisation associative, parce que souvent il y a des idées qui s'opposent. Mais c'est là qu'entre en jeu le leader et le leadership en réalité. Parce que le leader doit orienter sa vision, orienter sa manière de faire et ses désirs et son ambition par rapport à l'organisation qu'il est en train de gérer. Et comme tout dirigeant, il faudra d'abord observer donc la communauté que tu gères, donc et observer leur goût, observer leur façon de penser de manière générale, observer comment les atteindre positivement pour pouvoir tenter en réalité de les orienter, de les attirer par rapport à ta vision. Et c'est ça que le leadership donc fait en toi, parce qu'il te permet en réalité de savoir comment les manager, comment les attirer de par rapport à ta façon de parler, de façon d'agir, façon d'interagir avec eux, qui va te permettre en réalité de pouvoir les toucher et de les attirer par rapport à tes projets. Ok. Alors, le fait que la CERCAM a eu à vous contacter, notamment la CELEV des élèves étudiants ressortissants de la commune de Mbao, le fait qu'ils ont eu à vous contacter, qu'est-ce que ça vous a donné comme ressenti et qu'est-ce que ça vous a poussé à faire d'autres? Oui, vous savez, cela m'a permis de réaliser que je suis sur la bonne voie, parce que cela me permettait de dire, bon, tiens, je suis élève, je suis en classe de première, et on me contacte dans une cellule où ceux qui le forment ont déjà eu leur bac. Ils sont déjà à l'université. Ils ont déjà commencé à goûter un tout petit peu le monde professionnel et ils ont commencé à interagir dans d'autres circonstances. Alors que moi qui étais tout le temps élève en classe de première, je me disais que, bon, ça a été extraordinaire. Parce que tu vas rencontrer d'autres personnes qui ont plus d'expérience que toi. Et tu vas les côtoyer, tu vas s'asseoir avec eux, tu vas débattre avec eux, tu vas poser tes idées et d'essayer de les défendre. Ça pourra être que positif par rapport à ta formation personnelle et ça pourrait être que donc te permettre en réalité de pouvoir savoir plus comment manager un autre groupe différent des élèves. D'accord, merci pour ça. Alors, qu'est-ce que vous diriez à ces élèves qui sont là? À chaque fois qu'on dit qu'il veut devenir chef de classe, il reste là, qui veut participer à la coopérative, qui veut intégrer qui veut intégrer le club pour pouvoir participer aux activités de l'école comme les FOSCO, les fêtes de fin d'année et autres. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que moi, par exemple, quand j'étais au collège, moi j'ai été à l'Immaculée Conception. Donc on avait une coopérative et la même coopérative qui avait été là l'année dernière a été là à nouveau et les autres élèves étaient là en train de dire que oui, la coopérative d'aujourd'hui, eux, ils se sont choisis. Ils se sont choisis. Et pourtant, quand on était en classe, ces mêmes personnes qui sont en train de critiquer ne levaient pas la main ou ne faisaient carrément aucun effort pour pouvoir y participer. Donc, je ne sais pas si, cette notion de citoyen actif, comment elle doit être inculquée aux jeunes et quels conseils est-ce que vous leur donnez pour leur montrer cette importance? Oui, vous savez, souvent il y a des sceptiques, comme on le dit. Donc, il y a tout le temps des gens qui ont des pensées négatives. Ils n'osent pas faire une chose, mais ils vont t'empêcher en réalité de faire ce que tu as envie de faire en réalité. Souvent, j'ai souvent l'exemple que je prends. Quand tu t'engages par rapport à ces organisations, on te dit tu perds ton temps. Tu es élève ou bien tu es étudiant, tu perds ton temps, tu as l'objectif d'avoir des moyennes, tu as l'objectif de passer des classes, alors qu'ils ne savent pas en réalité
que pour ce qui est du leadership, ce qui est du savoir comment manager, comment diriger un groupe, ça, on l'apprend pas entre les quatre murs des salles de classe. Donc ça, dans les salles de classe, on nous emmagasine que avec des connaissances, donc théoriques. Alors que dans ces organisations sociales, cela va te permettre en réalité de savoir quel acte poser, comment le poser, quand le poser et quel impact cela va avoir donc si on le pose. Et ces organisations, donc c'est de dire à ces jeunes que ça peut pas être négatif. On n'attend pas quelque chose de financier ou bien quelque chose qu'on va tenter de voir d'ici un mois, 2 mois, mais c'est quelque chose qu'on va développer au fil du temps en réalité. Parce que si vous commencez donc à intégrer ces organisations, vous allez voir qu'il y aura des changements. Parce que tu vas être confronté par rapport à des gens. Tu commences à prendre tes premières prises de parole en public. Tu commences à affronter d'autres gens que tu connaissais pas. Et tu commences à te dire, tiens, vu que ce sont que des êtres humains, je vais faire de mon mieux pour pouvoir tenter en réalité de me maîtriser, de maîtriser les peurs que j'ai, pour pouvoir tenter en réalité de pouvoir les affronter et de pouvoir plus tard tenter d'affronter ce qu'on appelle le monde extérieur. Parce que c'est à partir de là que l'on commence à les apprendre. Mais de le dire en résumé tout simple, que ça peut pas être un impact négatif, mais c'est tout simplement positif parce que vous allez le voir tout au long de votre vie. Et dans ce monde que nous sommes, qui est le monde du XXe siècle, j'ai souvent l'habitude de dire, si vous ne savez pas maîtriser la parole, si vous savez pas dompter votre peur, si vous savez pas dompter en public, vous serez en rade en réalité. Vous serez placé en seconde position. Vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde, mais si vous ne parvenez pas à les sortir, si vous ne parvenez pas à les extérioriser, à communiquer avec d'autres, vous serez tout simplement des ignorants, entre guillemets. Merci beaucoup, Seydina. Alors, à ce que nous comprenons, donc, ce n'est pas parce que on ne vous donne pas de l'argent que vous ne devriez pas intégrer ces regroupements de jeunes qui sont là pour vous aider à vous développer personnellement, à vous apprendre la prise de parole en public, la confiance en soi et d'autres choses, et aussi de vous ouvrir d'autres portes. À présent, nous allions un tout petit peu nous tourner vers Fatih. Alors Fatih, par rapport au thème, j'espère que les notions ont été comprises. Aviez-vous ou êtes-vous un citoyen actif? Je dis d'abord merci à Seydina qui a fait un exposé assez intéressant sur la thématique, n'est-ce pas, en étant spécialiste en la matière, n'est-ce pas. Alors, la notion de citoyen actif, n'est-ce pas, ou de citoyen active, n'est-ce pas, ne peut pas se passer de cette prise d'initiative, selon moi, des réalités, de cette prise d'initiative qui permettra, n'est-ce pas, d'affronter les réalités de la vie, de comprendre le monde, d'aller vers le monde et de lui parler. Alors, pour parler au monde, il y a une manière, n'est-ce pas, d'y parvenir. Alors, cette manière n'est rien d'autre que l'apprentissage sur soi d'abord, comprendre d'abord ses forces et ses faiblesses, comme il a dit, comprendre le type de monde auquel tu dois parler, n'est-ce pas? Et tout cela va passer par cet apprentissage, n'est-ce pas? Par ce développement personnel d'abord. La personne doit nécessairement, n'est-ce pas, sortir de cette zone de confort et aller apprendre, n'est-ce pas, à valoriser cette potentialité, n'est-ce pas, cachée quelque part en lui. Alors, cela me fait rappel, comme vous le savez déjà, quand j'ai initié cette structure dénommée Une semaine en bouquin, qui a permis en une année, c'était l'année de Covid, quand j'ai initié Une semaine en bouquin, un club de lecture en ligne, n'est-ce pas, de rassembler pratiquement plus de 2000 personnes, le monde entier, n'est-ce pas, sur différents continents européens, n'est-ce pas, américains et africains, des lecteurs, des amoureux de la lecture, mais des personnes entrepreneurs, des professeurs, des journalistes. Donc, cela vous permet, cette ouverture au monde vous permet de rencontrer d'autres types de personnes, de connaître beaucoup plus davantage d'autres citoyens du monde, comment est-ce que les gens, quelle vision les gens ont de la vie, d'un tel aspect de la vie, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il faut faire pour intégrer les associations, même à l'international.
et vouloir comprendre et arriver à comprendre comment est-ce que les gens pensent de la vie en un certain moment donné. Et cela m'a beaucoup aidé quand je suis allé à l'université également. J'ai très tôt compris qu'une fois dans ce genre de temple-là, il va falloir approcher, n'est-ce pas, ces associations-là, ces organisations-là, afin de pouvoir se former non seulement, mais d'extérioriser ce qu'on appelle cette connaissance que l'on a emmagasinée depuis l'école primaire et qu'on ne nous permettait pas d'exprimer à un certain moment donné. Donc, c'est un travail personnel que tout individu, que tout citoyen doit en être conscient et de développer afin de pouvoir donc arriver à cette citoyenneté active. Parce que c'est ce qui vous permet aujourd'hui de voir une couche de la société et de aussitôt comprendre que cette couche de la société a besoin d'une telle chose et aller automatiquement s'activer sur ça et devenir leur aide. Nous, par exemple, l'année dernière, durant le mois de Ramadan, on a eu à lancer des mouvements de distribution de ndougou au niveau des prisons avec une dame que je salue de passage qui nous a trouvé devant au champ de la place et nous a interpellé sur la question, mais comment est-ce que vous pensez de la situation des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop durant ces périodes de Ramadan et comment est-ce que vous pouvez la comparer par rapport à la situation des prisonniers qui sont à Rebeuss en matière de ndougou? Et on lui a proposé d'aller commencer d'abord dans les prisons. Mais c'est extraordinaire. Vous allez trouver des gens dans les prisons qui en ont besoin et qui ont tous les problèmes au monde pour exprimer cela. Alors, on a lancé cette opération dans les prisons pour chaque vendredi et pour chaque jeudi au niveau des universités et ça a marché. Donc, cela veut dire que tout le monde, à un certain moment donné, mais vraiment quand on s'imprègne des faits sociétals, on peut naturellement devenir citoyen actif. Et donc, dans cette logique, je pense d'une manière très humble, avec beaucoup de modestie, que je suis dans ce cadre-là un citoyen actif du monde. En tout cas, vous l'êtes pour moi aussi. Alors, avec votre club de lecture en ligne, Une semaine un bouquin, vous avez eu à rassembler beaucoup de jeunes et cela a eu aussi à vous ouvrir des portes. Donc, juste pour dire que le fait d'appliquer la citoyenneté active ne veut pas simplement dire qu'on est là pour se vanter, mais aussi pour apporter d'autres connaissances à d'autres personnes et aussi les être utiles. Parce que, par exemple, dans son groupe de lecture, il y avait des professeurs et tout qui étaient là et qui nous apprenaient d'autres choses. Et c'était aussi un canal où vous pourriez trouver toutes sortes de bouquins et gratuitement. Donc oui, Fatih, vous êtes bien sûr un citoyen actif. Merci. Et nous vous en félicitons. Alors, nous allons revenir à Seydina. Seydina, dans votre biographie, nous voyons que vous êtes aussi vous êtes au niveau de l'amicale des étudiants de l'IFA. Donc, nous voyons que le chemin que vous aviez entamé lors du collège et du lycée, vous êtes en train de le continuer. Par contre, en allant à l'université, dans une école privée, le monde, vous entrez dans un nouveau monde qui est tout à fait différent de l'école. Comment est-ce que vous vous en êtes pris et comment est-ce que vous aviez eu à voir les choses quand vous aviez intégré l'IFA et l'université virtuelle du Sénégal? Bon, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu à contacter le monde des étudiants en 2018 étant élève, donc ça a été un tout petit peu un prolongement et j'avais acquis d'expérience par rapport à ça, parce que sous l'ère de Mamoudou Diagne, on a eu à participer sur beaucoup d'activités, à l'image de la Voix des jeunes leaders, où j'ai eu à les remporter en 2 années successives, Félicitations. donc, parce que j'étais le capitaine de l'équipe. Donc, et j'ai eu l'honneur de pouvoir apprendre, donc, à côté de cet homme. Et cela nous avait forgé nous avons déjà ces empreintes de savoir comment nous pouvons, entre guillemets, comprendre la mentalité de l'étudiant. Et ça a été un prolongement quand nous avons eu notre bac et nous avions jugé nécessaire de nous former en sciences infirmières et obstétricales. Et nous avions choisi IFA, qui est l'Institut de formation en administration des affaires. Donc, avec ces différents départements et qui nous a permis de pouvoir nous postuler. Donc, parce que c'était plus de 300, nous faisons 3000 étudiants et nous sommes dit, il faudra impérativement que nous puissions goûter l'expérience et montrer aux autres que le changement est possible.
Et entre-temps, nous avons postulé et nous avons commencé à faire nos campagnes, choses comme ça, choses que nous avions déjà eu à faire dans le passé au lycée. Et donc, ça a été déjà maîtrisé. Donc, et pour savoir comment les convaincre, comment parler avec eux, ça a été déjà facile. Maintenant, rester à savoir, maintenant, vu que le contexte change, comment nous pouvons intervenir et aider près de 24 nations qui existent à IFA. Parce que ça, nous avions jamais eu à l'avoir. Parce que nous avons 23 nations et cette année, c'est 24 nations différentes, donc, en Afrique, donc, qui, évoluent à l'intérieur de IFA et qui connaît l'étranger, qui connaît avec ses exigences, avec sa façon de penser dans son pays. Donc, arriver pour l'adapter par rapport à notre contexte, à notre façon de faire ici au Sénégal, ça risquait d'être un tout petit peu difficile. Et pour le management, parce que le leader doit manager et savoir comment composer son groupe. Et ça a été, c'était ça qui est intéressant. Parce qu'une fois élu comme étant le président, nous avons tout de suite contacté des étrangers pour pouvoir composer le bureau. Parce que l'objectif, c'était pas de comprendre nos confrères sénégalais. Parce que eux, pour les comprendre, ça a été facile. Il faudrait tout simplement les comparer avec nous, ce que nous pensons des choses. Donc, l'échantillon était déjà présent. Maintenant, l'échantillon qui me manquait, moi, c'était donc les étrangers, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les permettre, comment les permettre de s'intégrer et d'être à l'aise par rapport à l'institut et par rapport à notre pays. Donc, l'objectif a été de les maintenir à l'intérieur de l'école pour pouvoir les permettre de faire leur licence, leur master et leur doctorat s'ils le désirent, mais de pouvoir savoir en réalité comment leur donner l'envie, donc de rester et de contacter d'autres, de pouvoir venir donc dans notre cher pays. Donc, ça a été ça l'enjeu. Et c'est pour trouver des stratégies, nous avons jugé nécessaire de pouvoir contacter d'autres étrangères et pouvoir leur permettre en réalité de composer le groupe et pouvoir nous donner des informations utiles, des échantillons pour pouvoir l'utiliser et pouvoir tenter en réalité d'arriver à atteindre leurs besoins. Mais l'expérience, on l'avait déjà, mais c'était juste de réadapter le contexte, de pouvoir tenter en réalité d'intervenir et de les aider efficacement. En tout cas, bravo pour votre parcours. Maintenant, qu'est-ce que vous diriez aussi à ces bacheliers fraîchement sortis de l'école, de leur dire voilà qu'il n'est pas trop tard en fait d'être dans la citoyenneté active. Quels secrets ou astuces vous leur donneriez pour qu'ils s'insèrent facilement et qu'ils y sentent leur place? Oui, mais vous savez, le problème c'est que nous jeunes, le problème qui se pose, c'est que nous aimons trop attendre de l'État, par exemple. Et ça, c'est ce qui nous bloque pour pouvoir être actifs. C'est pourquoi nous plongeons dans ce qu'on appelle l'aspect passif de la citoyenneté. Nous attendons trop que l'État ou bien que l'autorité compétente puisse nous aider par rapport pour pouvoir nous aider nous-mêmes. C'est ça le problème. Alors que nous devons comprendre que pour être un citoyen actif, ça ne demande pas d'avoir des milliards ou bien des millions. Ça demande tout simplement dans la situation que tu te trouves, de voir comment je pourrais impacter positivement. Et cela, ça commence, c'est un processus. Ça commence chez toi. De savoir, moi, chez moi, à mon réveil, qu'est-ce que je pourrais faire qui ne peut pas m'arranger, mais qui pourrait arranger aux autres. De penser d'abord aux autres, à la communauté. Et de ne pas de penser à l'individu, mais de penser à la majorité. De dire, chez moi, qu'est-ce que je peux faire qui pourrait aider papa, maman, et qui pourrait aider mes frères en réalité de se sentir bien. Une fois que cette chose-là est faite, de sortir chez toi, de voir est-ce que moi et avec ceux qui composent notre société, comment je pourrais tenter en réalité de les aider, de pouvoir commencer donc à organiser soit ces actions de nettoyage, donc voir s'il y a quelque chose, donc des panneaux des choses dangereuses dans ce qu'on appelle dans les ruelles, de pouvoir les débrasser et de ne pas attendre entre guillemets, d'attendre que quelqu'un te voit te dire ah tiens, il est en train de le faire, mais de penser que je le fais tout simplement pour le plaisir et pour pas tenter en réalité d'aider l'autre. Et quand je fais cette action, je le fais non pas pour penser à moi, mais je le fais pour penser aux autres. Et c'est après que tu vas commencer en réalité à prolonger ces activités que tu es en train de mener. Mais nous allons être donc dans ce qu'on appelle dans l'attente de penser tout le temps que ce sont les autorités qui doivent nous aider, donc à nous aider. Alors que ça commence, c'est une chaîne. La société est une chaîne. Et chacun a son rôle important et déterminant à jouer. Donc,
vu que chacun a son rôle important et déterminant à jouer, il faudra tout simplement se dire, si je ne fais pas cette action, cela risque d'impacter en réalité la continuité de ce qu'on appelle du cercle social. Et de commencer à penser, donc à intervenir et à agir activement pour pouvoir tenter en réel. Et je dis tout simplement à ces jeunes de ne pas attendre, mais d'agir parce qu'on peut le faire donc avec n'importe quel moyen que nous avons. Mais l'essentiel, le plus important, c'est quoi? D'être déterminé, d'être engagé et de le faire sans attendre en retour qu'on vous dit merci, d'attendre en retour qu'on vous paye. Parce que si on attend ces deux éléments, on risque de ne rien faire ici dans notre cher Sénégal. Alors, comme il l'a dit, lancez-vous et n'attendez pas l'État vous pousser, parce que l'État a mis tout en place pour que vous puissiez intégrer ces clubs, aller dans les regroupements des jeunes et autres. Mais tout à l'heure aussi, vous aviez parlé de Set Settle. Et quand on parle de Set Settle, d'habitude, c'est fait dans les lieux d'habitation. Donc, pensiez-vous que la citoyenneté active commence d'abord dans son lieu d'habitation, au niveau de son quartier? Mais bien sûr, parce que on peut pas commencer une chose et à ne pas le faire là où nous évoluons. Ce serait comme on le dit entre guillemets en wolof, le ngistel. Et c'est chose qu'on doit éviter en réalité. Tout charité commence chez soi en réalité. Tu commences les choses à l'intérieur de chez toi. Tu commences à aider ta famille. Tu dis, celui-là, s'il grandit, il sera un homme social et social. Il sera en réalité quelqu'un qui va aider les autres. Et moi, j'ai grandi comme ça parce que je viens dans une famille qui est très modeste. Et j'étais avec ma mère et ma mère avec des garçons et j'étais la fille entre guillemets. J'avais des frères, mais j'étais la fille entre guillemets. J'allais au marché, donc j'épluchais les légumes, je faisais tout entre guillemets. Avant de partir à l'école, je faisais ça. Et chez moi, mes grandes tantes, mes grand-mères disaient que si c'était une fille, c'était un combat entre guillemets. C'est ce qu'on m'appelait. En tout cas, Téléécole est très heureux de pouvoir recevoir un cuisinier. Nous attendons votre repas. Donc voilà, on disait tout le temps ça. Et moi, je me dis que vu que j'ai été éduqué ainsi, ce serait tout simplement de les transmettre et de les sortir et d'imprimer et d'attirer d'autres gens à venir et à partager ça avec moi. Donc, et c'est ce qui m'a permis de goûter et d'embrasser très tôt ce qu'on appelle ces organisations sociales, à savoir les associations de quartier, à savoir ce qu'on appelle les clubs à l'intérieur des lycées et des collèges, mais qui m'a poussé de prolonger plus et de dire je vais m'intégrer, et c'est ce que j'ai continué de faire donc à l'intérieur de IFA, et c'est ce que je fais en dehors, donc dans le milieu sanitaire avec Mbao Assistance Médicale, où j'ai eu l'honneur d'être le responsable de communication qui regroupe l'ensemble des médecins et des infirmiers qui sont aux alentours de Mbao et environ. En tout cas, nos encouragements vous sont vivement transmis. Nous sommes ravis. Merci. Alors, Fatih, nous allions un petit peu revenir à vous. Alors, la citoyenneté active à l'université, l'intégration, est-ce facile ou est-ce dangereux? Alors, merci encore une fois, après avoir suivi cet exposé brillant de Seydina. Et donc, nous sommes tout simplement ravis, tout simplement rassurés et motivés à aller dans ce sens-là. Alors, pour le cas de l'université, la citoyenneté active, l'intégration surtout des primos arrivants ou des primos entrants, que ça soit étrangers ou nationaux, la question qui se pose est que, comme il a dit, les étudiants ou les primos arrivants ont tendance d'abord à se focaliser de trop sur des questions de ce que j'appelle des crédits. Il faut tout faire pour valider le semestre, tout en oubliant qu'à un certain moment donné de sa vie, il faut se connaître. Il faut se lancer dans son développement, le développement de soi, ce qu'on appelle le développement personnel, parce que la fin de toutes ces études-là, c'est quoi après? C'est le monde professionnel. Alors, quand tu es dans un monde professionnel, c'est pas le diplôme qui fera des promotions. Hein? C'est pas le diplôme mais c'est cette expérience professionnelle et cette expérience sociale que tu as eu à emmagasiner, n'est-ce pas, dans le processus que ça soit scolaire et universitaire. Et pour parler de cela, tout à l'heure j'ai parlé de mon intégration dans
dans des amicales dès ma deuxième année à l'université, parce que première année, c'était un peu compliqué pour moi. Les codifications n'étaient pas sorties. Moi, je quittais très loin de Malika pour venir. Et donc, du coup, j'étais pas trop concentré et sur les études et sur le syndicalisme. Du coup, j'étais obligé de tout faire pour valider l'année et de faire partie des meilleurs pour codifier l'année prochaine et d'être sur place afin de pouvoir m'imprégner davantage dans la gestion de l'université, dans la gestion du campus social ainsi que le campus pédagogique. Et l'exemple aujourd'hui, nous ne sommes pas aussi à un certain niveau d'études assez avancé au niveau de notre domaine d'études, mais tout ce qui se fait au niveau de mon département, de façon avec beaucoup de modestie, nous sommes vraiment concernés dans ça, parce que tout simplement des initiatives que l'on prenne, vous me suivez dans les réseaux sociaux, des cours de révision qu'on organise, étant donné que parfois on organise des cours de révision dans lesquels nous ne sommes pas spécialistes, mais en tant que leader, en tant que manager, tu étais obligé d'apprendre les mêmes choses que ces étudiants apprennent, n'est-ce pas, afin de pouvoir revenir à leur aide avec l'expérience que tu as eue à valider les années passées. Du coup, tout ça a été rendu possible à cette intégration de la vie sociale au niveau des organisations sociales telles que le syndicalisme, mais également moi je me rappelle quand j'ai intégré un mouvement mouride qui était à l'université, les Baïfal, n'est-ce pas? Cela m'a permis également d'avoir une autre vision, n'est-ce pas, du monde, des gens qui étaient prêts à vous donner un an de tickets de nourriture de consommation gratuitement comme ça. Ils vous voient, ils savent que la personne là qui est devant le restaurant, il a besoin de tickets, quelqu'un va venir et vous donne ça. Et ils ont formé ça autour d'une idéologie commune, mais dans le cadre d'une vie associative. Et donc, vu toutes ces expériences cumulées, aujourd'hui, moi, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit dans la société, dans le cadre, n'est-ce pas, de le ramener à penser comme ça, n'est-ce pas? Pour les primos arrivants, moi, d'habitude, j'ai l'habitude de dire à mes camarades qui viennent d'arriver à l'université, de tout faire d'abord pour valider son inscription et aller faire son inscription à la bibliothèque, mais également tant soit peu de s'intéresser à la vie sociale, à la gestion de la cité. Parce que quand nous sommes dans une maison et qu'on ne s'intéresse pas à la gestion de cette maison-là ou de la famille, toujours on est dans cette logique d'absence ou de dire ouais, tout ce qui se décide ici, moi je suis au courant de rien. Alors la personne doit d'abord s'imprégner, doit d'abord t'intéresser de savoir qui gère ça, vu que nous sommes maintenant dans un monde où rien n'est fermé sur elle-même, n'est-ce pas? Tout est ouvert, tout est accessible. Vous pouvez aujourd'hui venir à l'université et savoir où se trouve le bureau du recteur. Allez lui dire, voilà, je suis étudiant orienté tel. Voilà. Ou bien aller rencontrer un CEDENA qui vous a devancé à IFA et lui dire, voilà, moi, j'évolue dans le cadre d'une telle branche, mais j'ai pas assez de connaissances. S'il ne peut pas vous apporter de son expérience, va vous mettre en rapport avec quelqu'un d'autre. Voilà l'importance de de s'activer, n'est-ce pas, dans ces organisations sociales, syndicales, et pourquoi pas dans une certaine mesure dans des organisations politiques, non seulement pour profiter de la politique, mais également pour se former en un certain moment donné de la vie. Parce que la vie, comme j'ai l'habitude de dire, la vie ne va pas s'arrêter à l'université. Soit tu abandonnes, soit tu vas aller travailler. Et dans ce monde du travail aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est assez compétitif. Oui. Et donc, dans lequel monde, seuls les compétents, n'est-ce pas, ceux qui sont compétents, ceux qui arrivent à exprimer leurs connaissances et leur expérience de façon orale, n'est-ce pas, seront, n'est-ce pas, privilégiés. L'exemple aujourd'hui, ceux qui animent les réseaux sociaux, ceux qui sont le plus suivis, ce ne sont pas ceux-là qui viennent, qui marquent le silence, etc. Mais ce sont ceux-là qui ne sont pas assez diplômés d'ailleurs et qui arrivent à exprimer, mais de façon vraiment extraordinaire, qui captivent tout le monde. Et cela paye dans les réseaux sociaux et partout dans nos entreprises, etc. Les chefs d'entreprise, très souvent, c'est quelqu'un qui a un bon profil de manager qui va passer de leadership transformationnel, qui serait capable naturellement de diriger toute l'équipe. Et donc, toute cette formation va passer par l'intégration, n'est-ce pas, de ces vies associatives dans lesquelles vous allez accumuler ces expériences,
de communication, comment est-ce qu'il faut communiquer avec une telle société, avec une telle personne, un tel individu, etc. Et donc, moi, c'est ce que j'appelle aux primo-entrants, même aux anciens, qui se considèrent, qui disent, ouais, vous êtes tout le temps avec les mouvements syndicaux, la vie associative, autant que vous oubliez même ce qui vous amène à l'université. Ouais, peut-être au début, on n'était pas conscient qu'à un certain moment donné, il va falloir s'intéresser à d'autres domaines de la vie, afin de s'exprimer, afin naturellement de dire ses besoins là où le besoin se sentira. L'exemple par là où je vais terminer, l'exemple que je vous donne, c'est tout récemment quand j'étais de passage à l'université, j'ai trouvé que il voulait organiser des cours de révision avec des étudiants de la première année. Mais le problème qui s'est posé, il y a beaucoup d'étudiants qui ont assez de connaissances, de savoir dans le domaine là. Mais le problème en est que c'est de se mettre devant ces étudiants, devant ces 1000 et quelques étudiants et s'exprimer librement, sans problème. Donc c'est ça ce qui s'est posé. Un ami m'a interpellé pour me dire ouais, il faut que vous venez nous aider pour ces cours de révision avec ces étudiants de la première année. J'ai fait exprès de lui poser la question, mais il y a tel doctorant ici. Ils m'ont dit ouais, parce que tout simplement ils sont pas disponibles, etc. J'ai automatiquement compris autant pour moi qu'il faut à un certain moment donné se former et de savoir qui vous êtes et de vous enlever de cette peau d'être aussi sérieux. C'est ce qu'on nous apprend en développement personnel. L'individu a tendance à un certain moment donné de se considérer comme trop sérieux. Oui. C'est ce qui bloque en quelque sorte quand il doit faire un acte. Pourquoi pas le petit matin de bonne heure s'enfermer dans la chambre et danser. Oui. Donc ça vous permet de vous libérer, de savoir carrément à un certain moment donné, vous pouvez vous rencontrer dans une circonstance pareille. Et que vous êtes obligé de vivre comme ça parce que nous sommes dans un monde, comme je l'ai dit au début, de compétition. Et dans quelle compétition? Seuls ceux qui sont compétents, ceux qui sont capables de sérioriser, de gérer cette foule-là, seront donc au devant de la scène. Donc, chers étudiants, chers primo-arrivants, l'appel que je vous lance, c'est de non seulement de concentrer sur vos études, mais également d'intégrer ces vies associatives et syndicales. D'accord. Donc, l'attitude sérieuse dont vous parliez, je vais dire que cela, on l'a de la part de nos parents, qui nous disent bien sûr que à l'école, il faut apprendre. Jangla la santé. Vous l'aimez les filles, jangla la santé. Et des fois, même quand vous allez dans les associations, et d'habitude, c'est toujours le dimanche. Oui. Dimanche, il faut qu'on toque nos pelés, vous voyez. Donc, tout ça, en fait, ça vient des parents qui nous disent toujours, apprenez à la maison, ayez votre diplôme. Oui. Mais après le diplôme, après la théorie, après le fameux papier, il y a aussi le fait de se confronter au public. Et tout à l'heure, Céline, tu l'as dit avec la prise de parole en public. Toi aussi, Fatih, tu en as parlé avec ces étudiants qui ont des problèmes en prise de parole en public. Mais malheureusement, on dira toujours vous. Il faut que vous nous fassiez une formation. Mais quand est-ce que eux aussi, ils se lèveront pour aller régler leurs propres problèmes? Mais dans un autre état aussi, vous aviez dit que voilà, l'université est vaste et nous rencontrons toutes sortes de communautés. Mais malheureusement aussi, surtout les premiers arrivés, l'université, on va dire que la citoyenneté active a un tout petit peu été dévoyée de son objectif, surtout dans les universités publiques, surtout à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et moi, quand j'allais à l'université publique, ce qu'on m'a dit en premier, n'entre pas dans le syndicalisme. Parce que on voit que les premiers qui viennent, ils ne savent pas ce qui se passe. Et malheureusement, ces aînés, entre guillemets, que je vais dire, qui viennent et vont te dire d'entrer, par exemple, dans ce groupe de syndicalisme, vont après, on va dire, te forcer ou te mettre la pression. Parce que ce sont ces groupes, après, qui vont te chercher une chambre où dormir et tout. Et par la suite, quand il y a les élections d'amicales pour les étudiants, ce sont ces mêmes aînés, entre guillemets toujours, qui viennent te dire, si tu ne viens pas voter pour moi, eh bien, tu dégages de la chambre, excusez-moi du terme, tu sors de la chambre, ou s'il y a une activité et que je ne te vois pas présente, automatiquement, tu sortiras de la chambre où tu n'auras plus de tickets gratuits. Ce qui fait peur d'y entrer, mais aussi ce qui oblige d'y entrer pour avoir un endroit où dormir. Et concernant cela, Fatih, vous qui êtes carrément dans une université publique,
Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous avez à dire sur ces aînés qui font cela? Et tout cela part du débat, de ce qu'on appelle cette formation individuelle qui doit prévaloir sur les intérêts personnels. Quand tu es formé quand tu es conscient de ton développement personnel, tu es formé comme un manager, comment diriger une équipe. Un manager ne va jamais forcer quelqu'un, n'est-ce pas, à descendre sur le terrain ou à l'expulser de l'assemblée, n'est-ce pas? Tous ceux qui le font, ce sont ceux-là qui sont, une fois arrivés, se sont retrouvés dans ces mouvements-là, n'ont pas essayé d'acquérir des formations professionnelles dans ce domaine-là, comment gérer une équipe, comment, n'est-ce pas, comprendre l'autre dans ce qu'il fait, parce que quand quelqu'un n'arrive pas à descendre sur le terrain et qu'il est dans le besoin, il doit aller étudier, venir se reposer, et au lieu de l'expulser dans l'assemblée, il faut se rapprocher de lui poser des questions de savoir le pourquoi, ça et ça et ça. Dans une émission dans laquelle j'ai participé tout récemment, j'ai dit que on m'a posé la question de savoir qu'est-ce que vous pensez du syndicalisme universitaire. Est-ce qu'on la supprime ou bien est-ce qu'on la laisse comme ça? J'ai dit que je ne suis pas d'accord de la suppression du syndicalisme universitaire, mais de repenser de la réorganiser en quelque sorte. Vous prenez le cas de la faculté de médecine et d'odontologie, de la pharmacie et d'odontologie de l'UCAD. Dans cette faculté, c'est pas la même manière de gérer les syndicats que, par exemple, la faculté de lettres dont je suis le fruit. Dans cette faculté de médecine, vous prenez tout simplement les meilleurs élèves de chaque niveau pour les prendre comme des représentants de leur niveau. Ce sont eux maintenant qui vont attribuer des chambres, des locations, des chambres, n'est-ce pas, à tous ces étudiants-là, parce que tout étudiant qui est orienté là-bas, on suppose que il a les capacités, n'est-ce pas, demandées pour avoir un logement. D'accord. Moi, j'ai proposé à ce que l'on repense sur l'organisation du syndicalisme universitaire. En faisant comment? En prenant pour chaque niveau les 2 meilleurs responsables de leur amphi. On leur choisit comme des responsables de leur amphi et ce sont eux qui vont représenter leur département ou leur niveau au niveau de l'instance, n'est-ce pas, supérieure de l'université quand il y a des rencontres, etc. Maintenant, pour des questions de processus de codification, de logement, etc. Donc, tout ça, c'est un manque de management de la personne. Par exemple, vous me donnez le quota social de 125 chambres, etc., ou 150 ou 200 chambres. Normalement, ça devait être distribué en fonction du critère socio-économique de l'étudiant. En fonction, vous allez recenser d'abord un travail sérieux de recensement de ces étudiants-là les étudiants qui quittent par exemple Mbao, des étudiants qui quittent Malika seront d'abord les prioritaires. Maintenant, c'est tout le contraire qu'on voit dans ce milieu-là, c'est que on va loger d'abord ce qu'on appelle entre guillemets nos éléments on les appelle nos éléments parce que tout simplement, ce sont ces gens-là qui vont descendre avec nous quand il y a manifestation, quand il y a une réunion politique où on doit rencontrer telle autorité, ou bien quand il y aura une élection, ce sont ces gens-là qui vont mobiliser d'autres personnes à venir voter pour nous. Mais je pense que quand on est leader, quand on cherche à se former, et là je passe un petit dédicace à Papa Karim Diop, qui a réussi naturellement à imposer ce management, ce leadership au niveau de l'université, sans passer par cette imposition, donc, n'est-ce pas, des étudiants, de suivre quelqu'un. Mais si on est manager, quel que soit le nombre d'étudiants, ils seront obligés, de vous suivre, n'est-ce pas? Naturellement, comme ça, c'est ça, un manager. C'est pas quelqu'un qui va vous dire, suivez-moi, mais c'est quelqu'un qui vous montre la voie et que vous êtes convaincu que ça, c'est la voie normale. Écoutez, vous la suivrez. Maintenant, c'est cette manque de formation, de prise de conscience, n'est-ce pas, d'esprit de leader et de manager qui anime les soi-disant syndicalistes qui leur poussent à se lancer dans cet autoritarisme afin de forcer les étudiants à leur suivre ou bien à leur expulser de leur chambre. Donc, tout au début, il faut se former, il faut sortir de ce carcan-là, il faut sortir de cette zone de confort, de sortir de cet autoritarisme et aller se recouvrir de ce manteau de leader et de manager afin de pouvoir comprendre et de savoir comment diriger une foule. Pas diriger, mais comment aller ensemble avec une foule d'étudiants, nombreux soient-elles. Donc, manque de formation et de prise de conscience des principes de base du leadership et de management qui a amené tout ça.
En tout cas, il ne faudrait pas abuser des responsabilités qu'on nous donne, surtout Oui. élues par un ensemble de Oui. personnes. Mhm. Alors, tout au long de notre rubrique, vous avez eu à comprendre l'importance de la citoyenneté active en milieu scolaire. Donc, Fatih Kaosu Fatih nous a appris que voilà, il est très bien d'intégrer ces regroupements qui vont vous aider personnellement à la prise de parole en public avec Seydina, notamment avec la confiance en soi, et que ça vous ouvre des portes, notamment avec d'autres amicales, d'autres associations qui sont là pour vous aider, et également la participation à des concours nationaux ou même internationaux. Alors, je rappelle que Kaosu Fatih est un professeur d'histoire à l'école Saint-Dominique ainsi que d'un étudiant en master 2 en ce moment en formation en histoire des modernités africaines à l'université Cheikh Anta Diop, et aussi de Seydina Abbas Badiane qui a eu un parcours vraiment très encourageant depuis l'école primaire, et qui est aussi un entrepreneur social et infirmier d'État à l'IFA. Alors, avant de pouvoir clore notre 10h midi, Seydina, votre mot de la fin pour le thème de la journée? Oui, ce serait pas de le clôturer, parce on peut pas tout dire par rapport à ce thème qui nous parle de l'importance de la citoyenneté active dans le milieu scolaire. Ce que je dirais tout simplement, c'est de rebondir avant de terminer avec la fin de ce que avait à dire Fatih sur les deux types d'amicales ou bien de mouvements étudiantines entre l'université privée et l'université publique. C'est que c'est souvent, ce que je comprends par là, c'est que c'est les gens on attend l'université privée, l'université publique. Il y a trop de choses qu'on attend derrière. C'est pourquoi cette lutte violente, donc que nous notons entre guillemets, donc dans ce qu'on appelle dans les amphis ou bien dans les élections quand ils s'organisent, parce que j'ai eu à les côtoyer, parce que on attend quelque chose en retour, alors que nous ne devons pas attendre quelque chose en retour. Moi, c'est ce qui m'anime en fait. Parce que si tu attends quelque chose en retour, forcément, tu vas partir par des calculs. Et moi, j'aime pas partir par des calculs. C'est pourquoi moi, je dirige ou bien je gouverne naturellement, comme je le sens, sans pouvoir tenter de dire je pourrais avoir telle opportunité ou telle opportunité. C'est comme ça que j'ai eu et je continue à diriger donc l'institut de formation, et qui impose en réalité que des gens commencent à susciter que nous continuons à prolonger notre mandat alors que nous voulons partir. Donc, il ne s'agit pas de se dire que l'argent qu'on nous donne, qui est à coût de millions, donc plus de 3 millions, donc tu te dis que je vais l'utiliser à mes fins. Je vais commencer à penser à avoir de belles chaussures, sortir et entourer avec des filles. Si on commence à penser ainsi, on va pas faire quelque chose qui sera pour la communauté, mais on va faire quelque chose pour nous. Donc, l'amicale va nous servir de nous enrichir, alors que nous devons servir ce qu'on appelle la communauté. Et c'est comme ça que je le comprends. C'est pourquoi entre les deux sociétés, entre les deux organisations étudiantines, c'est souvent cette confrontation, parce qu'on attend quelque chose. Dès qu'on attend quelque chose, on ne fera pas quelque chose de bon. Et pour terminer, Mbayang, c'était tout simplement de dire que c'est un plaisir. Et aujourd'hui, tu as fait partie de ceux qui vont prolonger encore une fois de plus l'expérience qu'on a eu à goûter depuis la primaire. Et parce que si on rencontre d'autres personnes, c'est pouvoir nous limer, c'est pouvoir nous comparer sur le plan intellectuel et pouvoir apprendre des autres. Et aujourd'hui, j'ai appris trop de Fatih, parce que moi, j'adore et j'aime trop l'histoire et la géographie. Je me dirais que si j'étais pas orienté à faire la santé, je serais certainement en département d'histoire, comme des amis, mais Dieu a voulu ainsi. Donc, mais l'amour reste là. Et c'est de dire tout simplement que c'est avec un plaisir immense que nous avions eu de pouvoir venir en tant qu'étudiant en sciences infirmières de fin de formation, si on peut dire, et en tant que le président également des étudiants donc de IFA, qui est l'Institut de formation en administration des affaires. C'est 3000 et quelques qui nous ont fait confiance, qui nous ont admirés,
qui nous ont accompagnés donc tout au long donc de notre expérience, de pouvoir tenter en réalité d'apporter notre touche donc pour le changement et l'amélioration des conditions de vie des étudiants à l'intérieur de l'Institut. Et nous avons fait avec l'équipe, avec l'équipe qui nous ont permis d'atteindre les objectifs que nous avions fixés. Dont je citerai, ils se connaissent, donc je ne citerai pas leur nom, mais de le dire tout simplement qu'ils m'ont permis en réalité de réaliser quelque chose que tout le monde pensait que c'était impossible. Parce que quand vous êtes dans des facultés différentes, et c'était pour la première fois qu'un étudiant en santé préside, donc vous savez que les gens vont être extraordinaires. Ils vont se dire qu'ils vont passer à côté parce que les agents de santé ne se concentrent que sur ce qu'on appelle les patients. Alors qu'ils ne pensaient pas que nous avons une vie sociale et nous avons notre ambition et notre contribution à jouer par rapport à l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Et alhamdulillah, par la grâce de Dieu, nous l'avons fait. Terminer pour dire à nos jeunes frères, de dire qu'il faut oser dompter la parole. Parce que si on ne dompte pas la parole, on risque d'avoir de sérieux problèmes dans ce monde du XXe siècle. Il faut oser goûter ce qu'on appelle ces organisations, ces clubs, à savoir ces amicales, donc, de pouvoir se former. Parce que, les 4 murs de la salle ne nous donnent pas tout. Alors que ces clubs, donc, c'est tout simplement la société en miniature et nous parvenons à comprendre directement, donc, par des échantillons pertinents, donc, la société et comment les manier et comment s'adapter, donc, par rapport, donc, à l'amélioration ou ce qui va faire avancer en réalité la société. Et sur cette base, nous vous disons, merci. Et merci à Telle École parce que c'est un plaisir également de venir dans une chaîne qui est purement pédagogique et ça montre que nous sommes dans cette logique donc de la pédagogie et cela va nous permettre en réalité de nous foncer plus et de dire que c'est seule la pédagogie active qui pourra nous permettre en réalité de changer et d'impacter et de parvenir en réalité d'obtenir carrément et pleinement notre indépendance. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Seydina. Sachez que le plaisir est partagé et Telle École vous transmet tous ces encouragements avec votre citoyenneté active à vous. Alors, Fatih, nous vous remercions aussi beaucoup. Juste si vous avez dire un tout petit mot de la fin pour nous dire au revoir. Alors, le tout petit mot, c'est de dire merci à Telle École et à vous particulièrement, Bayang, d'avoir facilité cette invitation. D'accord. Merci. En tout cas, nous avions été très contents d'avoir eu à vous recevoir, même sur 2 rubriques. Hein. Vous aviez pu contribuer du mieux que vous pouviez. Alors, nous sommes au terme de notre émission. Alors, comme je vais vous le dire, l'école est depuis longtemps l'utilisation par excellence chargée de la transmission du patrimoine culturel et d'un ensemble de connaissances qu'une société a produites et souhaite transmettre aux générations futures, mais pas que. Elle veut aussi pousser les apprenants à prendre des décisions, à prendre des initiatives qui va aussi pouvoir aider aux générations futures. Et donc, de ce pas, nous vous invitons à vous activer activement et d'être un citoyen modèle, que vous soyez un élève, un étudiant ou même dans le milieu professionnel. Allez-y et dites-vous que la génération qui doit me suivre aura besoin de ce dont je vais produire aujourd'hui. Nous sommes à la fin de notre émission et comme toujours, nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à midi. Et comme conseil, je vous dirai tout simplement avec le thème d'aujourd'hui, osez car le progrès est à ce prix de Victor Hugo dans Les Misérables. À bientôt. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative.